Et bonjour à tous, bienvenue dans ce live métier avec Chun qui est avec nous aujourd'hui pour ce moment. Bonjour Chun. Bonjour Marine, bonjour à tous. Bienvenue pour ce live métier que je suis ravie d'animer. Là, on va avoir une demi-heure pour découvrir les coulisses de Chun qui a un parcours qui mêle art avec entre danseur à l'opéra et entrepreneuriat finalement avec conseiller en gestion de patrimoine. Donc, un parcours ultra chouette. J'ai hâte que tu nous partages un peu plus sur justement toutes tes réflexions, ton quotidien, qu'est-ce qui t'anime justement dans ces deux facettes de ta vie professionnelle. Donc, super. Juste petit message pour vous qui êtes connectés. Donc, merci d'être là. Sachez que vous avez le chat pour poser vos questions et aussi l'onglet questions. Voilà, pour si jamais vous avez des questions, l'idée est que ce soit ultra interactif. Donc, on essaiera de les prendre au fur et à mesure durant la demi-heure qui nous attend ensemble. Donc, bonjour Clémence, Jérémy, Gaëlle. Trop chouette. Chun, écoute, je te propose de commencer par peut-être si tu peux nous partager un peu ton parcours, pour nous en dire un peu plus sur les différentes étapes de ta vie pro. D'accord. Donc en quelques mots, mon parcours, donc d'abord je suis né à Hong Kong et j'ai suivi tout le début de mon cursus scolaire à Hong Kong. J'ai commencé la danse là-bas également à l'âge de 7 ans. Et quelques années plus tard, donc à l'âge de 11 ans, j'ai décidé de vouloir devenir danseur professionnel et j'ai très vite compris qu'à Hong Kong, c'était un petit peu compliqué parce que c'était pas vraiment dans la culture de Hong Kong de suivre cette voie-là, et il y avait une pression scolaire grandissante aussi qui m'empêchait de plus en plus d'aller en cours de danse. Il y avait peu d'opportunités par rapport à la formation et par rapport au fait de rentrer dans une compagnie dans ce coin-là du monde. Et je rêvais absolument de rentrer à l'Opéra de Paris et de devenir danseur professionnel. C'est pour ça que j'ai pris la décision de quitter ma famille, de quitter Hong Kong à l'âge de 14 ans, même s'il y avait autour de moi pas mal de personnes qui me disaient que c'était impossible, que comme je suis étranger, l'Opéra de Paris n'allait jamais m'accepter, que je n'avais pas le niveau, que je ne parlais pas un mot de français. Donc vivre à Paris, quitter ma famille, c'était pas envisageable. Mais j'ai quand même pris un vol pour aller auditionner à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et j'ai été j'étais accepté. Et donc, je suis venu en France à l'âge de 14 ans. J'ai fait 4 ans à l'école de danse. Et à l'issue du concours d'entrée pour rentrer à l'Opéra de Paris dans la compagnie, j'avais 18 ans. Je suis donc devenu le premier Chinois à être engagé au ballet de l'Opéra de Paris à l'âge de 18 ans. Et ensuite, ma famille d'accueil qui m'a très gentiment accueilli en France pour le week-end, parce que à l'internat de l'école de danse, c'était ouvert pendant la semaine, mais fermé pendant le week-end. Donc, j'avais besoin de trouver une famille d'accueil pour s'occuper de moi le week-end. Dès mes premiers mois à l'opéra en tant que danseur professionnel, ils m'ont encouragé à poursuivre mes études. Donc, j'ai poursuivi mes études en école de commerce dès le début de ma carrière. Ensuite, j'ai connu le confinement, puis d'une blessure assez grave au pied qui a nécessité 1 an d'arrêt et 2 interventions chirurgicales. Et j'ai saisi l'occasion pour partir à Clermont-Ferrand, faire une école en gestion de patrimoine que j'ai toujours eu envie de faire. En parallèle, je terminais mes études à Grenoble et j'ai rédigé un mémoire sur l'éducation financière des sportifs de haut niveau. C'est aussi cette famille d'accueil qui m'a appris à placer mes premiers salaires et à penser à l'après, l'après-carrière. Donc, j'ai très vite été sensibilisé à ce sujet.
Et à la suite de tout ça, voilà, aujourd'hui, je mène de front ma carrière de danseur à l'opéra. Et j'ai fondé en parallèle, à la suite de mes études, mon propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et dédié aux artistes et sportifs de haut niveau. Génial, ultra impressionnant. J'ai l'impression qu'il y a plein de réactions d'ailleurs dans le chat. Voilà, quel beau parcours, félicitations, partage inspirant. En effet, c'est génial et très impressionnant. Est-ce que là, justement, tu partages pas mal de moments de transition et tu as mentionné au tout début que tu avais peut-être un entourage qui te disait peut-être un peu plus justement, est-ce que tu es sûr de toi et qui te venait chambouler peut-être un petit peu tes réflexions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment est-ce que toi, justement, à ce moment-là, tu as trouvé les ressources en toi pour être peut-être un peu plus affirmé sur, je suis conscient des difficultés ou des peurs qu'il peut y avoir, mais je me lance, j'y vais. Oui. Effectivement, je pense à quelques étapes importantes dans mon parcours où j'ai eu pas mal de réticences dans mon entourage par rapport à mes choix et par rapport à mes idées. La première, c'est quand je décide de quitter Hong Kong pour s'installer en France pour devenir danseur. La deuxième, c'est quand j'ai décidé de poursuivre mes études dès le début de ma carrière. Et la troisième étape, je dirais que c'est fonder et gérer un cabinet de conseil en parallèle de mon activité de danseur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait pas mal de personnes autour de moi qui, gentiment, hein, je pense que c'était pas du tout... c'était vraiment gentiment, me disaient que est-ce que tu as bien réfléchi, c'est impossible, notamment par rapport à la première étape. Donc quitter Hong Kong, c'était quand même un choix assez osé à l'époque. Et c'est vrai que juste après, en arrivant en France, c'était très compliqué au début. Les premières années étaient très difficiles pour moi. Et quand j'ai pris la décision de partir, je n'avais pas forcément anticipé toutes les difficultés que j'allais rencontrer. Pour raconter peut-être l'histoire, comme je ne parlais pas un mot de français et que je suis venu en France tout seul avec mes 2 énormes valises, je ne sais pas comment j'ai eu le courage de prendre l'avion tout seul pour m'installer en France. Je suis arrivé à l'école de danse un jour trop tôt. C'est le chauffeur de taxi qui m'a emmené à l'école de danse, qui m'a aidé à lire la lettre d'admission en français, qui m'a fait comprendre que l'école était fermée et que que la rentrée, c'était le lendemain. Et donc, cette nuit-là, qui était ma première nuit en France, je l'ai passée chez le chauffeur de taxi. C'est incroyable. Pas mal de moments compliqués comme ça. Ouais. Et je n'avais pas forcément anticipé toutes ces difficultés. Et comment j'ai eu ce courage, c'est peut-être encore une autre petite anecdote. C'est quand j'avais 9 ans. J'ai eu un entretien individuel avec un professeur de classe qui avait l'habitude de se moquer ouvertement de moi en classe devant tous mes camarades. À l'époque, j'étais plutôt un mauvais élève, donc je faisais plein de bêtises en classe. Et il m'avait dit la phrase suivante. Chun Wing Lam, tu ne rentreras jamais dans une bonne école. Donc très vite, j'avais cette colère en moi et je voulais absolument, à partir de ce moment-là, lui prouver qu'il a tort. Oui. Et face à mon entourage et aux personnes qui me disaient que c'est impossible, à chaque fois peut-être que j'ai cette
ce souvenir en moi et cette envie en moi de vouloir prouver que je peux y arriver, que même si c'est difficile et que ça paraît impossible, je sais trouver les ressources à partir de ce souvenir que j'ai eu d'y arriver. Génial. C'est ultra impressionnant et je me doute que ça a dû être un moment très marquant que du coup que t'as tourné en force parce que finalement ça a été moteur après pour la suite. Ouais. Je vois qu'il y a quelques questions donc que je vais te partager. Première question de Sandra. Quelle est la différence entre conseiller en patrimoine et gestionnaire de patrimoine? C'est une question d'appellation, à mon avis. Il n'y a pas vraiment de grande différence, surtout que le terme et le titre du conseiller en gestion de patrimoine n'est pas encadré en France. Donc, il n'y a pas vraiment de conditions de diplôme ou d'examen particulier à passer afin de s'appeler conseiller en gestion de patrimoine actuellement, contrairement à certains titres comme avocat, comme l'avocat, l'expert comptable ou le notaire. Donc, il y a des appellations différentes pour ce métier-là. Donc, ça peut être conseiller en gestion de patrimoine, conseiller patrimonial, expert en conseil patrimonial, expert en stratégie patrimoniale. Donc, il y a des appellations, gestionnaire de patrimoine, il y a des appellations différentes. Ok, merci. Une autre question de Jérémy, donc c'est quelle formation as-tu suivi pour être conseiller en patrimoine? Alors, j'ai d'abord suivi une licence en école de commerce, puis un master, donc un programme grande école. En master, j'ai choisi une spécialité finance. Donc ça, en fait, ça me permettait déjà de commencer. Enfin, en fait, les prérequis pour exercer en tant que courtier ou conseiller en gestion de patrimoine, un master dans le domaine de la finance, économie ou de gestion, ça suffit. Ce qui, je trouve, devrait être peut-être plus strict en termes de minimum requis. Toutefois, il faut quand même passer un examen qui s'appelle l'examen de l'autorité des marchés financiers pour pouvoir exercer dans le domaine financier et de la banque. Et ensuite, j'ai suivi une autre formation à Clermont-Ferrand dans une école qui s'appelle l'OREP, qui propose la formation d'expert en conseil patrimonial. Là, c'est vraiment une formation dédiée au métier du conseiller en gestion de patrimoine qui couvre des aspects civils, fiscaux et économiques. Donc, une approche plus globale par rapport au métier. Ok. Génial. Là, j'ai des questions, alors notamment une de Clémence qui dit par curiosité, quel lien fais-tu entre la danse et le conseil en patrimoine? Il y a a priori pas beaucoup de liens. Toutefois, j'ai fait le choix d'accompagner des artistes et des sportifs en particulier, même si je suis aussi un conseiller traditionnel de formation traditionnelle, donc je suis en mesure d'accompagner n'importe qui, dont n'importe quel particulier, mais naturellement, par mon passé de danseur, enfin passé, c'est encore le présent d'ailleurs, par mon métier de danseur, je m'intéresse tout particulièrement à cette population de sportifs et d'artistes, puisque il y a beaucoup de spécificités en termes de gestion de patrimoine pour les artistes, pour les danseurs par exemple. Parce qu'il y a le statut d'intermittent du spectacle, il y a des déductions pour frais professionnels qui sont spécifiques pour les artistes comme les danseurs. Il y a dans les conventions internationales des articles spécifiques. Ah, j'ai oublié tout à l'heure, je suis en train de suivre aussi une autre formation à l'OREP sur la gestion de patrimoine à l'international.
Parce que dans les conventions internationales, il y a des articles spécifiques pour les artistes et les sportifs. Donc, c'est pas du tout la même fiscalité internationale pour les artistes et les sportifs. Ok. Retraite pour les danseurs de l'opéra à 42 ans. Donc, il y a tout un tas de sujets qui sont propres à la gestion de patrimoine pour les danseurs. Ok. Super intéressant. Et donc, du coup, tu accompagnes en particulier cette population-là dans ton quotidien en tant que conseiller en gestion de patrimoine, quoi. Oui, tout à fait. Ok, super intéressant. Et là, j'ai une question de Mélissandre. C'est quoi une journée type dans la peau d'un conseiller de patrimoine? Et moi, je rajouterais même une semaine type parce que tu m'as un peu partagé ton programme du week-end et je trouve ça assez... voilà, ça se partage. Journée type seulement du conseiller en gestion de patrimoine ou de moi plus généralement? Ah bah, je pense de toi, ce serait très intéressant justement de voir cette alternance. Parce que, enfin, peut-être je vais commencer par parler de moi parce que je pense que je n'ai pas une journée type d'un autre conseiller en gestion de patrimoine. Ouais. Parce que le planning de l'opéra, quand on est danseur, étant assez contraignant, Ouais. donc il n'y a pas énormément de souplesse. On nous impose un planning bien précis avec des répétitions et des spectacles, voilà, dans la semaine. Donc, dans ce planning qui n'est pas souple et que je ne peux pas vraiment bouger, Ouais. j'ai des trous, donc j'ai des plages horaires libres dans ce planning que j'utilise pour mon autre activité de conseiller en gestion de patrimoine. Par exemple, généralement le matin, j'aurai plus souvent du temps. Et là, je me consacre le matin pour mon activité de conseil et l'après-midi aux répétitions et le soir au spectacle, par exemple. Ok. Et ta journée, elle commence plus tôt du coup ou pas du tout? Enfin, tu arrives à faire quand même une journée. J'imagine que ça doit être assez riche comme emploi du temps, mais tu commences peut-être pas à 6 heures du matin ou. Ça peut. Ok. Ça peut quand j'ai beaucoup de travail, notamment en période fiscale, quand j'ai beaucoup de déclarations de revenus à faire, que je suis vraiment en retard. Je commence tôt. Globalement, je travaille à peu près tout le temps parce que je remplis les trous du planning de l'opéra. Ok. Et tu arrives à être... Enfin, j'imagine que le conseiller en gestion de patrimoine, tu as une certaine flexibilité qui te permet aussi de facilement... et même en télétravail, ou parce qu'à l'opéra, tes répétitions se passent à l'opéra aussi. Oui. Okay. Donc, tu dois jongler aussi entre potentiellement différents endroits. C'est pour ça que je trouve ça assez complémentaire, par hasard. C'est vraiment un hasard. Oui. L'opéra, c'est une contrainte un planning assez contraignant. À côté, la gestion de patrimoine, comme j'ai créé mon propre cabinet, je suis totalement souple dans comment je planifie mes séances de travail, même les rendez-vous clients, je peux les faire soit en visio, soit par téléphone, soit au bureau qui n'est pas loin de l'opéra. Donc, j'ai une souplesse totale. Donc, j'ai à la fois une souplesse totale et à la fois un planning contraignant. Donc, ça match parfaitement. Nickel. Ben justement, sur cette gestion du temps, Nicolas a une question. Quelle est l'activité qui te prend le plus de temps? On va dire que c'est l'opéra. Oui. Encore une fois, par rapport à ça, c'est encore une question de souplesse. Okay. Parce que l'opéra me prend un certain temps, mais que je ne peux pas finalement déterminer. Parfois, je suis plus ou moins occupé à l'opéra en fonction de la période dans la saison. Okay. Mon cabinet, je peux gérer, je peux doser comme je veux, parce que j'ai la chance d'être entouré par des collaborateurs à qui je peux déléguer un certain nombre de tâches. Et donc, si je suis très pris à l'opéra, je peux déléguer un peu plus et faire attendre un petit peu plus les demandes. Et quand j'ai beaucoup de temps, eh bien, je m'y consacre davantage. Ok.
Génial. Alors, je vois que les questions se bousculent. Une question de Sandra. Concrètement, c'est quoi les activités? Voir des clients, travailler seul, travailler en équipe? Travailler seul, pas beaucoup. Travailler seul, quand même, dans tout ce qui est recherche, analyse de dossier, rédaction des préconisations. Je fais ces choses-là à peu près seul quand même. Même si je me fais aider par soit des fournisseurs, soit des confrères, soit d'autres professionnels, je les fais seul. Après, on a parfois des réunions justement avec des fournisseurs pour faire le point par rapport au contexte, par rapport aux offres du marché. Je fais le point avec mes collaborateurs aussi parce que je délègue surtout la partie administrative. Et donc, on fait le point sur certains dossiers clients. Avec les clients en rendez-vous, c'est peut-être mes moments préférés parce que c'est vraiment l'échange avec les clients que j'apprécie tout particulièrement. Et le fait de l'impression de pouvoir vraiment les aider dans quelque chose qui ne comprennent pas très bien ou pour résoudre certaines problématiques. Donc là, c'est face à face avec le client en rendez-vous. Alors, donc, il y a des moments seuls et des moments collaboratifs. Ok, génial. Et d'ailleurs, en parlant de clients, il y a une question de Jérémy. Comment as-tu réussi à trouver tes premiers clients? C'est, à mon avis, ce qui fait le plus peur à tout conseiller en gestion de patrimoine qui se lance au début. On se demande comment on va aller trouver les clients. C'est vrai que j'avais assez peur au début, comme tout le monde. On a beaucoup de doutes au départ. On a l'impression que ça va s'arrêter, il n'y aura plus de clients et on va être tout seul à attendre dans notre cabinet. Une chose que j'ai remarqué tout de même, ça fait à peu près 3 ans que je fais ce métier, c'est que ça fonctionne par recommandation. Je pense que tous mes autres confrères seront d'accord là-dessus. Si les premiers clients sont contents, sont satisfaits et qu'on arrive vraiment à démontrer notre valeur ajoutée, la valeur de notre conseil, ils vont en parler à d'autres et par recommandation, les clients arriveront. Donc c'est comme ça. C'est vraiment, je me concentre sur la qualité des services que je propose, la qualité du conseil que je propose et par la recommandation, les clients viendront. Ok, génial. Donc là, aujourd'hui, c'est le bouche à oreille qui te permet d'avoir en continu un flux de nouvelles personnes. Ok, génial. Super. Une question de Wendy. Est-ce courant que les danseurs d'opéra aient un autre métier à côté ou est-ce que tu es une exception? Je pense que ce n'est pas très courant. Je pense que ce n'est pas très courant. Et je dirais même que le fait de suivre des études en parallèle, ça a été aussi un combat personnel. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, ça fait partie des moments où j'ai eu pas mal de doutes autour de moi par rapport à cette décision. La direction de l'opéra, mes collègues, des amis ont émis leurs doutes par rapport à ça. Mais je pense que c'est très important. Et je ne regrette absolument pas ce choix que j'ai fait. Et je pense que ça fait partie des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie aussi. Et aujourd'hui, peut-être que ça a permis à d'autres d'avoir le courage de le faire aujourd'hui. Donc, je constate aujourd'hui avec joie que de plus en plus de danseurs poursuivent leurs études dès le début de leur carrière. En revanche, avoir un métier
à côté, en parallèle, de manière aussi affirmée, Ouais. c'est très rare à l'opéra. Ouais. Ok. Génial. Et quand tu dis qu'il y a des personnes de ton entourage qui ont émis des doutes, c'était quoi comme type de doute justement Sur le fait que c'est très mal vu, que ça montre à la direction ou à d'autres personnes que l'on n'est pas vraiment motivé pour la danse, que je vais jamais avoir le temps, parce que c'est vrai qu'une carrière de danseur à l'opéra à temps plein, c'est quand même assez... ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de dévouement et de temps. Ouais. Et donc, c'est par rapport à ça, par rapport au fait que je ne vais pas avoir du temps du tout, etc. Ok. Et ben, là-dessus, justement, toi, dans tes choix à ce moment-là, comment est-ce que tu fais pour t'écouter toi, en fait, et pour te dire, bah voilà, là, moi, je ressens l'intuition que c'est dans cette direction que je dois aller, et je me lance. Je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer. Et quand on a fait les premiers pas, par exemple, c'est d'avoir contacté mon école de commerce pour juste en discuter. Ces premiers pas m'aident à avoir le courage de donner suite ou pas à ce choix. Et je pense que ça vient aussi de mon expérience que j'ai eue à 9 ans avec ce professeur de classe. C'est Ok. vraiment, je pense que c'est devenu, à l'époque, je l'ai très mal vécu sur le moment. Je n'ai rien dit devant ce professeur. Mais avec le recul, c'est quelque chose qui est resté en moi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est devenu une ressource très importante à chaque fois que je dois trouver vraiment ce petit quelque chose en moi pour y aller. Ok. Donc ce moment-là, et puis se raccrocher un peu aux petits pas aussi que tu mentionnes, dire bah voilà, je tente Ouais, quelque chose, et puis petit à petit, ça m'ouvre des opportunités et tout à ça te fait, confirme dans ton choix, quoi. tout à fait. Ok, trop bien. Euh, alors, je vois quelques questions. Alors, Jérémy, quelles sont les compétences les plus importantes pour un conseiller patrimonial aujourd'hui? Ah, les compétences les plus importantes, selon ma vision, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de manières différentes d'exercer ce métier. Selon ma vision, il est très important d'avoir la technique, parce que c'est un métier très complexe, avec des sujets, il faut avoir une palette de connaissances très large sur le côté juridique, sur le côté fiscal, l'économie, tout ce qui est financier, sur les produits, sur le relationnel, parce qu'on échange énormément avec les clients. Le relationnel et la facilité que l'on a pour échanger avec les clients nous permet d'être un bon commercial, entre guillemets. Donc c'est quand même important, puisqu'il faut avoir ça pour finaliser certaines choses. Mais la technique est très importante sur le long terme, et la compétence dure sur ce métier est quand même très importante, parce qu'on a la vie des gens entre nos mains. Ce que l'on conseille aux gens va avoir une conséquence sur très 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 longtemps. Peut-être toute une vie parfois. Une décision en gestion de patrimoine, ça peut avoir juridiquement, fiscalement. Donc il faut être conscient de ça et être vraiment expert pour délivrer un conseil pertinent
honnête et responsable, à mon avis. Ouais, c'est une forte responsabilité avec un impact vraiment sur la vie actuelle et en effet future Oui. des personnes, quoi. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on peut prendre? Je vois l'heure qui tourne. On est arrivé aux 30 minutes. Donc, si jamais il y a une dernière question. Ah bah, Jérémy qui demande si on peut te contacter sur LinkedIn. Avec plaisir. Oui. Okay. Je suis sur LinkedIn. Je regarde souvent LinkedIn. Donc, avec plaisir. Génial. Un peu moins Instagram, mais LinkedIn avec plaisir. Super. Moi, j'aurais peut-être une dernière question. C'est, est-ce que toi, tu aurais un conseil à partager, un message que tu as envie de porter particulièrement voilà, aujourd'hui? Je pense que j'en ai parlé un petit peu déjà au fil de nos échanges. Je pense qu'on a tous à accepter qu'autour de nous, il y aura toujours des personnes qui nous diront que c'est impossible, que l'on n'y arrivera jamais, que ce n'est pas fait pour nous, etc. Donc, le message que je souhaite porter, c'est d'avoir le courage de s'écouter, d'écouter nos intuitions, et parce que c'est ça qui est le plus juste. Et il n'y a rien de mieux pour nous que d'être aligné avec nos valeurs, savoir pourquoi on fait les choses, les faire bien. Et voilà. Donc pour moi, c'est ça qui permet d'avancer dans la vie et sur le long terme, comme dans le conseil patrimonial. C'est le long terme le plus important. Génial. Eh ben super. Merci beaucoup, Chun. C'était génial. Là, je vois plein de beaux messages dans le chat. Passionnant. Merci pour ton partage si touchant, inspirant. Donc voilà, j'ai l'impression. En tout cas, merci Marine et merci beaucoup à vous voilà, de votre invitation. Ah bah écoute, c'était un grand plaisir. Merci encore pour ton temps et ton partage. Et merci à tous d'avoir participé à ce live. Et puis du coup, je vous souhaite à tous une bonne fête de la musique et un bon week-end. Merci à tous et un excellent week-end à tous. Merci.